Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je suis en compagnie d'une jeune autrice. Mélodie Ladra a signé son premier jeu en co-autorat avec Florian Siriex. Ensemble, ils ont imaginé Arigato, un jeu de draft et de combinaison de cartes plutôt initié, édité par Ludonote en 2025. Certains connaissent peut-être Mélodie via son compte Meeple Bubbles sur Instagram qu'elle anime depuis 5 ans. Nous nous sommes rencontrés lors du Festival international des Jeux de Cannes en février dernier. Bienvenue Mélodie sur le podcast Tu joues ou quoi ? Merci. Voilà, c'est une première rencontre également. Oui. Tu es dans les festivals depuis plusieurs années quand même. Oui, ça fait aussi. Quelques années que je fais les festivals de jeux. Oui. Jamais vraiment à la même place, mais c'est ça. Tu changes années. Un petit peu de mission d'une année sur l'autre. C'est ça. On va en parler. Donc, Mélodie, souvent, j'ai toujours une première question, ce qui est toujours un peu la même, c'est comment t'es arrivée dans le milieu ludique ? C'est peut-être simplement en tant que joueuse ? Oui, directement en tant que joueuse, et puis ça depuis toute petite, parce que dans ma famille, on joue. Mes proches sont très joueurs, donc c'est arrivé assez naturellement. En fait, ce que je dis souvent, à tous les Noëls, on s'offre des jeux de société, donc c'est arrivé par là d'abord. Et puis, ce qui m'a vraiment mis le pied dedans, c'est quand, pendant mes études, je cherchais un job étudiant. Et donc, j'ai été un peu vendeuse en boutique, à la boutique Sortilège de Tours. Okay. Donc là, ça m'a permis de mettre un peu plus le pied dedans, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé mon compte Instagram, du coup, Meeple's Bubbles, avec la volonté de parler un peu des jeux qui me plaisaient, mais sans plus quoi. Pour l'instant, c'était juste l'envie de parler de ce qui me plaisait. Et avant justement de travailler en boutique, toi tu jouais à quel genre de jeu par exemple ? Quels étaient les jeux un peu incontournables pour toi ? Les jeux incontournables que je peux citer comme ça parce qu'ils m'ont suivi pendant des années et parce que c'est les jeux auxquels on jouait en famille, ça va être Carcassonne par exemple, qui faisait partie des classiques, mais Seven Wonders, Les Aventuriers du Rail, enfin voilà, les classiques qu'on connaît. Après, c'est en rentrant en boutique quand même que j'ai un peu plus élargi aussi le champ des jeux auxquels je jouais. Du coup, tu t'es retrouvée en boutique, pourquoi tu cherchais un boulot étudiant ? Je cherchais un boulot étudiant, puis je me suis dit autant lier l'utile à l'agréable. Donc j'avais postulé dans deux lieux à ce moment-là, j'avais postulé dans un escape game et puis en boutique de jeux, voilà. D'accord. Et c'est peut-être là que j'ai créé mon premier prototype parce que quand j'ai voulu postuler, je me suis dit faut se démarquer en fait pour être recruté dans une boutique de jeux. Et donc pour me démarquer, je me suis dit ok, je vais faire un jeu dans lequel je suis vendeuse et je conseille des jeux. Et d'accord. Voilà, c'était un peu un jeu méta sur. C'est chouette. Donc c'était la première fois que tu t'es mis un peu les mains dans le cambouis en fait. Ouais, c'est ça. Alors après, avec un jeu qui en soi est complètement cassé, et qui mais c'était déjà peut-être la volonté créative qui était derrière aussi. Puis la volonté de faire la différence. Donc parce que ça a marché après. Ouais, ça a marché. Ouais, c'est cool. Alors je sais que tu utilises aussi le jeu dans le cadre de ta profession. Oui. Tu es psychologue pour enfants, c'est ça ? C'est ça, ouais. Je suis psychologue à l'aide sociale à l'enfance. Alors pour enfants, en fait, adolescents, de 0 à 21 ans, quoi. D'accord. Comment ça se passe pour toi ? Enfin, c'est-à-dire quel est l'intérêt pour toi d'utiliser peut-être le jeu aussi dans ce domaine-là ? Ouais, je vais avoir plusieurs intérêts à ça. Le premier, déjà, c'est pour créer du lien. Moi, avec les jeunes, c'est un outil qui est fabuleux pour ça. En tout cas, sur les premiers rendez-vous, ils s'en saisissent très vite. Et puis, j'aime bien installer un petit rituel aussi avec eux. À la fin de chaque rendez-vous, on finit par un petit jeu. Et rien que ça les motive aussi à revenir la fois suivante. Et il faut que ça reste un moment positif pour eux. Donc, ça, c'est la première chose pour laquelle j'utilise les jeux. Et puis après, de manière générale, j'utilise pas mal de jeux aussi pour développer certaines compétences, notamment les compétences émotionnelles ou les compétences verbales. Enfin voilà, c'est des choses. Et tu vas utiliser du matériel particulier, enfin assez professionnel, ou si tu vas vraiment partir de jeux existants pour les réadapter ou... Ouais, je vais partir de jeux existants et la plupart du temps, effectivement, je les réadapte, je modifie un peu les règles. Par exemple, un que j'utilise très souvent, c'est Totem, qui marche très bien avec les jeunes, mais moi, je l'utilise à 2 avec eux, là où Totem, on l'utilise plutôt en groupe. Et je modifie un petit peu le fonctionnement pour les amener à parler de eux, quelles compétences ils voient chez eux et leur montrer aussi quelles compétences sont vues de l'extérieur sur eux. On travaille beaucoup l'estime de soi aussi avec ça. Ouais, c'est chouette. Donc, et quel autre jeu, par exemple, tu peux utiliser pour favoriser soit l'échange Alors, classiquement, un Dixit, juste pour utiliser les images et faire du photolangage avec eux. Enfin, voilà, ça fait des supports hyper intéressants. Les derniers temps, j'ai beaucoup utilisé Album aussi. Sur le champ des émotions, ça marche trop bien aussi. Enfin, voilà, Ah, c'est chouette. Du coup, c'est intéressant aussi. Effectivement, on le sait que le jeu a des valeurs très variées, enfin que ça soit pas juste ludique et le plaisir, mais peut développer beaucoup de choses. Tout à fait. Par exemple, le jeu des émotions, si tiré du livre des émotions, oui. Qui est plus pour les plus petits. Ouais, mais que j'utilise également aussi. Et ça, c'est un vecteur formidable. Et même avec les plus anciens. Moi, j'ai eu l'occasion d'y jouer avec ma grand-mère, par exemple. Okay. Et en fait, c'est surprenant ce qui peut ressortir par moment. Et je conseille, en fait, c'est vrai qu'à
finalement un peu à tous les âges. Ouais, Il y a des jeux comme complètement, ça qui fonctionnent bien. complètement. Et puis c'est intéressant aussi dans ce que ça peut amener aussi comme vecteur de lien. Nous, à l'aide sociale à l'enfance, on travaille auprès de familles pour lesquelles les situations familiales sont parfois difficiles, les relations parents-enfants aussi. Et donc ça peut aussi être des supports à ça. Alors justement, tu l'as évoqué rapidement, tu as créé un compte Insta, Meeples Bubbles. Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure aussi de création de contenu? Tu disais que tu étais en boutique à ce moment-là. Oui. Donc c'était en 2021. C'est ça. J'étais en boutique à ce moment-là et puis du coup, je baignais un peu plus dans le monde du jeu. Je voyais tout ce qui sortait autour. Je pense que c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé moi à suivre les premiers comptes ludiques sur Instagram et puis ça m'a donné envie. En fait, je pense que ça rejoint aussi le petit côté créatif dont je parlais tout à l'heure sur la candidature qui va aussi être lié avec le fait que j'ai pu sortir un jeu de société. Et voilà, c'était quelque chose qui me manquait peut-être depuis jeune. J'aime beaucoup tout ce qui est atelier créatif, atelier manuel, etc. Et c'était je pense quelque chose qui me manquait. Donc là, c'était l'occasion d'en faire quelque chose sur une thématique qui me plaisait. Surtout qu'au début, c'était vraiment de la mise en scène de Ouais, c'est Meeple. ça. Alors, C'était quoi un petit peu la caractéristique de ouais, ton, c'est de ça. ton compte au Effectivement, départ? ça a pas mal bougé depuis, mais Ouais. au tout début, la motivation, pareil, encore une fois, c'était la volonté de se démarquer un peu aussi. Au tout début, c'était l'idée de faire vivre les petites pièces qu'il y a dans les boîtes de jeux, un petit peu à la Toy Story, en fait, de donner vie à toutes ces pièces et d'imaginer ce qu'elles peuvent vivre quand la boîte est refermée ou quand on a le dos tourné, voilà. Ouais. Et d'essayer de mettre en avant les jeux autour de ça. Après, je me suis vite rendu compte que c'était contraignant et puis que j'avais pas non plus les mêmes compétences que beaucoup sur Insta en traitement de l'image, en traitement visuel, etc. Donc, je me suis un petit peu éloignée de ça et maintenant, je parle un peu plus de ce que je fais et de temps en temps de ce qui me plaît dans certains jeux. Mais je me contrains moins, on va dire. Ouais. Oui, j'imagine qu'effectivement, ça devait être une grosse contrainte parce Ouais. que déjà, ça dépend vachement du matériel Oui, et puis se renouveler, trouver des complètement. idées. Alors pour le coup, même si tu es a priori très créative, ça doit être casse-tête par moment. C'est ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, ton compte, tu as à peu près 1700 followers et du coup, tu sillonnes les festivals aussi pour créer du contenu ou essentiellement j'ai vu ces derniers temps forcément que tu avais parlé aussi d'Arigato. Oui. Comment tu l'utilises vraiment aujourd'hui? Alors là, les derniers temps, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé, enfin, je l'ai beaucoup utilisé pour Arigato, parce que c'était un peu ce qui était au cœur aussi pour moi là, de ma vie ludique. Mais je l'utilise de différentes manières. Effectivement, la volonté de base, elle est quand même toujours là, de pouvoir parler des jeux qui me plaisent. Ce que je vais peut-être un peu plus faire maintenant en story qu'en post vraiment, mais en tout cas, j'ai la volonté de pouvoir montrer à quoi je joue et qu'est-ce qui m'intéresse dans ces différents jeux-là. Donc c'est aussi pour ça que je suis sur les festivals, hein. Là, je viens aussi pour venir jouer. Bah bien sûr, ouais. Et c'est chouette de découvrir des nouveaux jeux et de voir qu'on n'arrive jamais au bout de ça, en fait. Il y a toujours de nouvelles idées qui sont fabuleuses. Et toi, c'est les jeux, mais c'est aussi les rencontres. T'aimes bien Complètement. créer des moments de rencontre. Complètement. Les Ouais. rencontres, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi et j'en parlais encore tout à l'heure en croisant des gens. Ça me dérange pas du tout dans un festival de juste me balader, d'aller discuter avec des gens parce que c'est des gens qui ont des passions communes, c'est des gens hyper enrichissants, hyper intéressants qu'on voit pas très souvent, qu'on voit en plus souvent en coup de vent parce que sur les festivals, c'est souvent assez speed. Donc c'est l'occasion pour ça, ouais. C'est l'occasion pour ça et puis c'est ce qui m'amène aussi à créer des événements un peu qui cherchent à regrouper les gens dans le monde du jeu, notamment le Secret Santa que j'organise chaque année sur Instagram. Puis là, par exemple, demain, une petite rencontre pour boire un coup tous ensemble en dehors des réseaux, quoi. Ouais, c'est En ça. dehors, on s'envoie Se des voir en messages vrai, toute quoi. l'année et là, cette fois, voilà, on se voit en vrai. Sachant que parfois, on se reconnaît pas en physique. Il y C'est a des vrai. fois en plus. C'est vrai. C'est vrai. Et oui, donc le Secret Santa, ouais, tu peux en parler un petit peu. Ça a pris de l'ampleur aussi, ça. Ouais, ça a pris un petit peu d'ampleur. Le Secret Santa, c'est quelque chose qui a été organisé il y a quelques années, je dirais il y a 5 ans à peu près, par Fiona du compte Miss Meeple BG sur Instagram. Et puis, ça a beaucoup plu. Fiona, voulant pas ou pouvant plus s'en occuper, a passé un peu la main. Je m'en suis occupée une année avec Marie, du compte Marie gère des jeux. Et puis, j'ai pris le relais ensuite et je continue parce que je trouve que c'est vraiment pareil, un moment de partage en fait. Et puis, où justement on rentre un peu plus dans la vie des gens, on les connaît un peu plus qu'en surface, juste sur des photos Insta ou sur des passages en coup de vent sur des festivals. Donc sur le Secret Santa, en fait, c'est une organisation où ceux qui veulent et qui, en fait, la seule contrainte, c'est d'avoir un compte qui parle du ludique et qui veulent participer, s'inscrivent et il y a un tirage au sort. Chaque participant devient le Père Noël de quelqu'un et a un Père Noël qui s'occupe de lui. Et donc on discute via des messageries anonymes. Alors c'est rigolo parce que chaque année, il y en a qui se prêtent au jeu et qui ont envie de mener l'enquête, de deviner qui est leur Père Noël, etc. Donc c'est assez chouette. Et puis ça fait généralement des bonnes rencontres. J'ai des retours de personnes qui sont rencontrées ensuite grâce à ça. Donc, ouais, c'est chouette. Et là, il y a eu combien de participants, par exemple, pour le dernier? Pas loin d'une centaine. Je crois qu'on devait être à 90. Ouais, donc ça fait une belle chaîne. Ouais. Une belle chaîne. Alors, comment tu es venue à la création? Alors, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure en expliquant peut-être ce prémisse pour se démarquer pour une embauche. Ouais. Comment après tu t'es dit, finalement j'ai envie d'explorer ça, de tenter aussi
aussi l'aventure? La volonté était là. Plusieurs fois, j'ai essayé de bidouiller des choses. J'en parle toujours. Je dis, j'ai un petit cahier dans lequel il y a plein d'idées, mais les idées étaient beaucoup restées dans le cahier et j'arrivais pas à les sortir et en faire quelque chose de concret. Et puis, ça a été à l'occasion d'une rencontre ludique organisée par Caro du compte Instagram Jeux des Vignes, qui organise une rencontre ludique privée où on est à peu près 80 chaque année. C'est pas privé, là, C'est 80. C'est une oui, c'est vrai. grosse rencontre C'est une ludique. grosse rencontre ludique quand même, mais c'est à cette occasion-là que ça a commencé, puisque dans cette rencontre ludique-là, il y avait Florian Siriex, donc mon co-auteur, et puis qu'à un moment dans une journée, j'ai demandé s'il y avait des gens qui étaient motivés pour faire du proto. Et c'est le seul qui a répondu présent à ce moment-là pour faire du proto. Mais du coup, c'était chouette, c'était l'occasion d'en parler. Et puis en plus, voilà, avec lui qui a aussi de l'expérience dans le milieu, c'était une bonne entrée en matière. Tout à fait, ouais. Et donc, c'est parti de là, en fait, pour pouvoir vraiment concrétiser quelque chose. Voilà. Et donc, on a commencé à en discuter à ce moment-là. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais quand même, ça me plaît ce qu'on a commencé à faire. Est-ce qu'on peut pas continuer ensuite? Et donc, on a continué ensuite à distance, en visio, à pouvoir travailler sur le jeu. Ce moment vous a permis de commencer à créer et c'est devenu le jeu Arigato ou vous aviez travaillé sur autre chose? Alors, en fait, vous aviez commencé... c'est devenu le jeu Arigato. Ouais. C'était pas du tout ça au début. Effectivement, ça a beaucoup évolué. Mais c'est bien ce moment-là c'est-à-dire qu'on Le on point n'a de pas départ. tout stoppé pour recommencer un nouveau jeu. Non, le point de départ a quand même été celui-là. D'accord. Ouais. Et donc là, c'était à peu près quand cette premier travail ensemble? Ça, c'était en été 2023. 2023. Été 2023. Ouais, Ouais, ok. c'est ça. En gros, on a mis 2 ans à travailler dessus avant la sortie du jeu. Quelle a été peut-être l'idée de départ de ce jeu? L'idée de départ, j'en parle souvent en riant parce que, effectivement, à ce moment-là, Florian m'a dit, bah, ok, on peut commencer à bosser un jeu, mais est-ce que tu as déjà des pistes? Sors ton cahier et puis on va partir d'une des pistes que tu as. Et une des pistes que j'avais, c'était la volonté de faire un système de double draft, c'est-à-dire d'avoir un draft qui tournait dans un sens et un autre draft qui tournait dans l'autre, par exemple avec des objectifs qui tournaient dans un sens et des ressources qui tournaient dans l'autre pour les réaliser. On a beaucoup essayé de travailler autour de ça. Même si assez vite, Flo m'a dit, écoute, ça n'existe pas, mais je pense que ça n'existe pas parce que ça ne marche pas. et quand même, j'avais envie d'essayer, donc on a testé, on a bidouillé, et en fait, il y avait toujours des difficultés, notamment liées à la contrainte de simultané, du fait de manipuler deux choses qui circulent dans des sens opposés, etc. C'était quand même compliqué. Et donc, au final, Arigato, c'est devenu un jeu de draft, tout simplement. Oui, mais on a quand même cette notion de... on garde des cartes pour certaines, pour leurs ressources. Oui, alors du coup, effectivement, c'est un draft un peu différent des drafts qu'on connaît, mais c'est pas un double draft. Mais oui, on a effectivement une carte qu'on utilise pour les pouvoirs qu'elle va nous procurer, 2 cartes pour les ressources, et puis 2 cartes qu'on va passer aux voisins ensuite. Voilà, donc il y a quand même un peu cette notion de ne pas les utiliser de la même manière, Oui, suivant là où on les place. Ouais. Peut-être on peut reparler un peu du pitch quand même, Arigato, parce que voilà, moi j'y ai joué forcément, mais je ne sais pas si les auditeurs l'auront en tête, donc tu peux en reparler un petit peu. Il n'y a pas de souci. Donc dans Arigato, c'est l'anniversaire du Shogun dans 12 jours. Nous, on est tous des chefs de village japonais, on a envie de lui faire envoyer les plus belles offrandes possibles pour s'attirer ses faveurs. Ce que je dis toujours, c'est on a envie d'être le chouchou du shogun. C'est un peu l'idée. Voilà. Et donc pour ça, effectivement, c'est un jeu de draft, mais surtout de combos de pouvoir et puis de réalisation d'objectifs. On va jouer en 12 manches. À chaque manche, il va y avoir l'aube, la journée et le crépuscule. Et dans ces différentes phases, on va d'abord attribuer des rôles aux personnages qu'on aura dans les mains. Donc c'est-à-dire qu'on reçoit 5 cartes en main. Il y en a une, comme je disais tout à l'heure, qui va venir dans notre tableau, qui est un tableau de 4 cartes. 2 qui vont être passées à notre voisin et puis 2 qui vont nous permettre de produire des ressources. Et on va jouer ça pendant 12 tours, en sachant qu'ensuite, il y a la phase de la journée qui nous permet d'activer les pouvoirs des cartes qu'on a accueillies dans notre village. C'est ça. Et puis aussi de réaliser effectivement à chaque manche des objectifs différents. C'est ça. Au crépuscule, on vient vérifier si on a accompli l'objectif du tour en cours, ce qui fait qu'on a 3 pistes différentes pour marquer des points en fait. On peut marquer des points à la fois sur les personnages qu'on accueille dans notre village qui vont avoir des pouvoirs qui vont nous faire scorer, mais on peut aussi marquer des points grâce aux objectifs qu'on réalise et ça c'est exponentiel. Plus on fait d'objectifs, plus on a de points. Et puis aussi, en fait pour chaque offrande qu'on va envoyer au palais, ça va nous rapporter des points à la fin. Donc voilà. Oui, mais c'est un jeu assez initié quand même. Oui. Initié plus, même j'ai envie de dire. C'est un peu le retour qu'on a. Après, on se rend compte quand même que ce qui peut amener la difficulté au début, c'est l'iconographie, le temps d'assimiler les différents pouvoirs. Une fois qu'on les maîtrise et qu'on les connaît, c'est quand même beaucoup plus fluide ensuite. Oui, ça c'est comme tout, c'est vrai qu'il y a un certain apprentissage. Mais c'était un peu la volonté de départ aussi de faire un jeu, enfin c'est le type de jeu qui te plaît. Oui, moi c'est le type de jeu qui me plaît. D'accord. Oui, complètement. Je pense que pour le coup, effectivement, je suis partie vers faire un jeu auquel moi j'aimerais jouer s'il sortait. En même temps, c'est effectivement, vaut mieux démarrer de là aussi. je crois que la thématique n'était pas la même au départ. Tout à fait. La première thématique, ça a été en fait, pareil, Florian m'a demandé
demandé ce que j'aimais dans la vie. J'ai dit bah j'aime bien les voyages, j'aime bien la nourriture. Ok, bah on va faire un truc autour de ça. Donc du coup la première thématique c'était des aubergistes qui accueillaient des voyageurs du monde entier chez eux. Et puis il fallait qu'on fabrique différentes recettes, qu'on cuisine différentes recettes pour eux. Ça a assez vite évolué pour devenir une thématique viking. Ok. Et puis à la signature ensuite avec Ludonote, là on a retravaillé avec Ludonote et c'est là qu'est arrivée la thématique japonisante. Ouais. D'accord. Pour quelle raison, en fait, ça a changé Alors ça fonctionnait mieux, enfin, je veux dire, les mécaniques ou c'était... C'était plus une histoire de thématique et d'histoire que portait le jeu justement. En fait, quand c'était une thématique viking, on préparait l'expédition viking. Donc on était en train d'équiper nos hommes pour qu'ils soient prêts à partir. Et une fois qu'ils étaient prêts à partir et qu'on était prêts à se taper dessus, bah, c'était la fin de la partie. Donc ça n'avait pas trop de D'accord. sens. Tandis que là, on sait que voilà, l'objectif c'est dans 12 jours c'est l'anniversaire et on va préparer les offrandes pour l'anniversaire. D'accord. Et alors, comment s'est fait justement cette rencontre avec Ludonote? Comment vous avez été amenés à travailler ensemble? Alors là, encore une fois, je pense que ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai travaillé avec Flo et qui a lui aussi pas mal de contacts. On avait pas mal travaillé sur le jeu, qu'on avait déjà présenté à certains éditeurs à Cannes, puis à Toulouse. Et puis, on avait eu des premiers retours sur lesquels on s'était appuyé pour retravailler le jeu. Et à partir de ce travail-là, Florian m'a dit, bah écoute, je vais en parler quand même à 2 éditeurs pour avoir de nouveaux retours. Donc, il a présenté le jeu à Catch Up Games et puis il a présenté le jeu à Ludonote en même temps. Et puis, 2 jours après, j'ai reçu un coup de téléphone de Cédric de Ludonote qui m'appelle. Donc, quand même étrange, je m'y attendais pas. Voilà, pour me dire, bah écoute, ça nous plaît bien, on signe. Ah, ok. Et là, on réagit comment? Là, c'était trop chouette. Enfin, dans ma tête, c'était la folie. Alors, il fallait que je reste professionnelle au téléphone. T'as pas crié dans tous les sens? J'ai pas crié dans tous les sens, mais quand j'ai raccroché, quand même un peu plus, je crois. Bah ouais, parce que ça doit faire quelque chose, effectivement. Est-ce que tu pensais à ça secrètement, en fait, quand tu as justement démarré un peu de cette game jam improvisée, lors de ta rencontre ludique? Forcément, on y pense. Après, on n'imagine pas que ça va être le cas et que ça va se réaliser. Enfin, c'était pas la volonté finale, c'était pas ça non plus. C'était déjà de voir comment on crée un jeu de société et comment on fait qu'un jeu de société fonctionne. Mmh. Comment d'ailleurs tu as rencontré Florian? Vraiment, c'est lors de cette occasion-là ou Florian Siriax, tu le connaissais déjà d'avant? Alors, je l'avais déjà croisé, en fait, lors des mêmes événements les années passées où il était présent à chaque année. Donc, je l'avais déjà croisé. Après, enfin voilà, on avait peut-être partagé quelques parties, mais je le connaissais effectivement pas plus que ça. Donc, c'est vraiment parti de ce moment-là, ouais. D'accord. Qu'est-ce qui t'a apporté, lui? Parce que forcément, il a, comme tu disais tout à l'heure, de l'expérience Ouais. depuis quelque temps. Qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler avec lui? C'était hyper enrichissant en fait à toutes les étapes de création parce qu'en fait moi j'imaginais pas du tout ce qu'il y avait justement comme étape pour créer un jeu. C'était aussi hyper enrichissant parce que lui il connaît ces étapes-là mais il a aussi des contacts donc il m'a présenté beaucoup de personnes. J'ai pu échanger avec beaucoup de personnes autour de ça. Donc ça m'a beaucoup apporté. Et puis quand on partait sur quelque chose et qu'il voyait que ça marchait pas, il hésitait pas à me le dire. Et ça je pense que ça a été hyper important parce que pour moi, au début, c'est ce qui a été le plus difficile, je pense, c'est ce côté, en fait, pour construire un bon jeu, il faut toujours le casser. Et c'est hyper frustrant quand on se dit, bah là, j'ai bossé sur quelque chose, et puis en fait, il vient vraiment en me disant, non, mais là, on se rend compte qu'on tourne en rond, ce qu'on a fait, ça marche pas. Il faut qu'on casse quelque chose pour faire autre chose. Ok. Donc ça, c'est dur. Effectivement, Ça, c'est se dur, dire, on redéconstruit. C'est dur et en même temps, enfin voilà, maintenant c'est assimilé et je me rends compte que ça fait pleinement partie du processus créatif en fait. Que sans ça, on peut pas avancer et que c'est comme ça que ça marche. Ouais, il faut toujours remettre en question C'est ça. et tester aussi. Il y a que le Tout à test qui fait. fait que ça marche ou pas. Tout à fait. Comment vous avez réussi à travailler ensemble? Parce qu'il y avait la distance aussi, j'imagine. Et ben c'était beaucoup par visio. Donc effectivement, on s'est vu sur quelques festivals, hein, mais principalement au téléphone et par visio. Donc on faisait un peu chacun dans notre coin, on testait des choses. Bon bah tiens, l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de voir ce qu'on peut faire justement au niveau des objectifs ou au niveau des différents pouvoirs de cartes. Et puis après, on s'appelle et on voit ce qu'on a comme idée et on avance comme ça petit à petit. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des grosses évolutions, justement? Quelles ont été les étapes importantes, peut-être, pour ce jeu, dans votre phase créative à vous, et peut-être après avec Ludonote? Déjà, au tout début, le fait de passer du double draft à un draft plus classique, ça a été une grosse étape. Après, je sais pas comment te dire, parce qu'il y a pas vraiment des grosses étapes importantes, D'accord. mais ça se fait petit à petit, en fait. Et on voit que le jeu, il évolue progressivement. S'il y a quand même eu, au tout début, on était sur un gros tableau de cartes, un tableau de 4 cartes par 4 cartes, qui restait tout le long de la partie. Et
c'est quand on est passé à la thématique viking, qu'on est passé à du 2 par 2 et ça a beaucoup amené dans la dynamique du jeu parce que ça a amené ce côté, les cartes, elles sont là, mais de manière éphémère et donc il faut réussir à gérer et à produire les offrandes avant de les envoyer au palais et avant surtout de plus avoir de place dans notre village. Ouais, et parfois, effectivement, on est obligé de remplacer une carte par une autre parce que on n'arrive pas à atteindre l'objectif. Tout à Et ça fait. sert à rien de la garder. Là aussi, il faut renoncer C'est ça. et se dire, bon, celle-là, je l'oublie. Ouais, tout à fait. Ouais, parce que c'est vraiment exigeant. J'ai trouvé ce jeu. Alors, moi, je suis pas très bonne. J'ai pas encore trouvé le truc. Mais ouais, je trouve que c'est hyper exigeant. Forcément, les objectifs, on n'arrivera pas tous à les atteindre aussi. Complètement. Ça aussi, il complètement. faut se dire non, faut pas Ouais, faire que tous les objectifs. C'est ça. Faut accepter que c'est un jeu dans lequel on va beaucoup s'adapter aussi, principalement ça. Que effectivement, on va pas pouvoir tracer tout ce qu'on veut dès le début parce que on maîtrise pas complètement les cartes qui arrivent au fur et à mesure. On maîtrise pas les emplacements disponibles qu'on va avoir non plus. Mais il va falloir s'adapter à chaque tour avec ce qui revient dans nos mains et comment je peux faire au mieux pour soit marquer des points sur les objectifs. Si j'arrive pas à faire les objectifs, ok, comment je peux faire autrement pour faire des points dans mon village avec un combo de pouvoir. Enfin voilà. Oui, puis un petit côté frustrant, mais mais qui est gérable. C'est-à-dire qu'effectivement, parce qu'on sait bien que les jeux, ça fonctionne aussi comme ça. C'est la frustration qui fait qu'on se dit, on va faire mieux la prochaine fois. Ouais. Sur les objectifs, c'est beaucoup les retours qu'on a eu. En fait, j'ai envie de faire les 12 objectifs, donc les 10 objectifs, pardon, donc je vais essayer et j'y retourne pour ça aussi, quoi. C'est ça. Mais est-ce que c'est réalisable de les faire Ouais, les 10, okay. C'est possible d'enchaîner les 10. Oui. C'était la volonté de pouvoir le faire. Alors, faut beaucoup anticiper pour être capable de le faire. Et puis, il y a un petit facteur chance quand même parce que parfois, il faut une carte d'une couleur et elle n'arrive pas dans nos mains. C'est vrai. Et voilà. Ouais, effectivement, on peut pas réussir parfois tout simplement avec ce qui arrive. Et puis, si on regarde bien le jeu des autres, on peut faire en sorte qu'ils n'arrivent pas à avoir la carte qu'ils veulent non plus. Alors bon, là, c'est la deuxième étape. Ouais, mais ça arrive effectivement. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a une courbe de progression qui est assez importante sur Arigato. Déjà, le temps, je pense, d'assimiler les pouvoirs, de savoir ce qui peut arriver, à quel emplacement, etc. Et puis ensuite, effectivement, on voit qu'au début, on est concentré sur notre jeu et que plus on fait de parties, plus on fait quand même attention à ce qu'on va passer au voisin parce que ça peut l'aider soit dans son super combo qui lui fait marquer 8 points par tour ou soit à valider un objectif ou à valider une carte. C'est tout l'intérêt aussi de cette interaction de draft, quoi, forcément. Et ça, c'est une mécanique que tu apprécies particulièrement. Ouais, complètement. Le draft, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et encore plus que le draft et qu'on retrouve dans Arigato, c'est ce côté ultra satisfaisant des combos de pouvoir. Je fais ça, donc je récupère ça, donc je gagne ça, et ça, j'adore. Ouais. Mais je pense que c'est là que je pêche, en fait. J'arrive pas suffisamment encore à bien comboter. Mais ça viendra. Mais c'est important, en plus. C'est important. Mais oui, bien sûr. Oui, parce que c'est ça, en fait. Il y a des fois, on s'obstine sur un objectif Tout à fait. Et donc, on néglige les combos. Tout à fait. Alors que ce qui est important en plus dans les combos, c'est le petit côté, à chaque fois que je gagne 10 points grâce au combo, je gagne 2 ressources. Et du coup, ça me débloque pour ensuite pouvoir valider mes cartes qui sont dans mon village aussi. Ouais, complètement. Alors, le jeu est sorti en pré-sortie à Essen. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, en tout cas, c'était la première présentation réelle au public. Et quelle présentation directement au gros festival à Essen. Donc, tu y étais? C'était incroyable. Moi, c'était mon premier Essen en plus. Donc, premier Essen, à la place pour présenter le jeu. Ma plus grande crainte à ce moment-là, ça a été de devoir expliquer le jeu en anglais sur Essen. C'était un peu compliqué. Mais ça s'est fait. Enfin, en fait, on voit que tout le monde parle anglais pareil. Donc et tout le monde parle anglais à peu près aussi. Voilà, c'est ça. Parce que surtout quand ça parle quand on a tous des accents différents d'autres pays. Alors, ouais, tout à fait. C'est pas toujours simple. Mais au final, c'était gérable et puis c'était hyper chouette de voir les retours des gens qui étaient assez enthousiasmés parce que le jeu était déjà sorti sur BGA. Et donc, on a eu pas mal de gens qui sont venus nous voir en nous disant j'adore, je joue sur BGA, c'est trop bien et donc je viens l'acheter pour ça, quoi. Donc, c'était chouette. Et puis, c'était les premières dédicaces à signer aussi. Donc, c'est aussi un peu ce qui fait prendre conscience de ok, ça y est, je suis autrice. Oui, alors justement, t'as réalisé ça quand t'as reçu la boîte de pré-prod ou vraiment à la sortie? Ça s'est fait progressivement, ça s'est fait progressivement, je pense. Déjà, j'avais du mal à me le dire pendant tout le processus de création et même avant ça. Et tout le monde autour de moi arrêtait pas de me répéter non, mais tu fais un jeu, donc t'es autrice. Oui, mais c'est pas finalisé, c'est pas palpable de la même manière en fait. Et oui, après, ça a été les grandes étapes. Ça a été quand j'ai reçu la boîte chez moi, que je l'ai ouvert pour la première fois et que tout le travail qu'on avait fait jusque-là, il était vraiment palpable. Et puis les retours ensuite, les retours du public, ça c'était... C'est la meilleure récompense, j'imagine. Complètement. Ouais. Et donc, tu as signé beaucoup de boîtes à Essen? Je crois qu'on a signé pas loin de 300 boîtes, ouais. Ah, quand même. Trop bien. L'éditeur Ludonote, c'est son avant-dernier jeu. Oui. Il l'avait annoncé, ça a été annoncé officiellement, etc. Est-ce que ça doit être particulier aussi pour toi, ça? Parce que c'est à la fois, toi, tu te lances finalement. Oui. Finalement, l'éditeur qui, lui, décide de s'arrêter. Ouais, tout à fait.
Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu ça? Et est-ce que c'était une crainte pour toi aussi en te disant, peut-être, est-ce que le jeu va être porté? Est-ce que c'est des choses qui t'ont peut-être aussi un peu, souciée, on va dire? Pas particulièrement parce que pour le coup, on a été très bien accompagnés par Ludonote, que c'est quelque chose qu'on savait déjà à la signature en fait. Donc c'est pas quelque chose qui m'a inquiétée, d'autant que voilà, ils nous ont mis en avant que et puis ils l'ont bien expliqué en plus hein, sur tout ce qu'ils ont pu dire sur leur parcours, ils expliquent leurs convictions et pourquoi ils arrêtent, mais que ils arrêtent pas de pousser et de porter les jeux qu'ils ont déjà sortis, ils arrêtent simplement de sortir de nouveaux jeux C'est ça. après ces deux-là. Voilà. Mmh. Donc non, il y avait pas la crainte du tout autour de ça. OK. Tu savais que ça allait te pousser et accompagner, C'est ça. comme Ouais, il ouais, faut. tout à D'accord. fait. Qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience, d'autrice, voilà, d'avoir abouti? Je pense que ça a eu un premier impact déjà sur ma confiance en moi, peut-être aussi sur le fait de enfin voilà, je suis capable, de faire un jeu et qu'il aille jusqu'au bout, donc c'est cool. Même si forcément il y a toujours un peu le petit syndrome de l'imposteur de se dire: «Oui, mais j'étais pas toute seule, oui, mais j'avais un co-auteur, oui, mais j'étais bien accompagnée» et cetera. Mais bon, il y a quand même cette fierté-là, d'un côté et puis, mais surtout tout le parcours en fait, le fait d'avoir, maintenant connaissance et conscience de comment ça se passe, tout le déroulé, de comprendre ce qu'il y a derrière chaque boîte de jeu finalement, c'est hyper enrichissant et du coup, c'est aussi des choses que je peux mettre en application maintenant pour, de futurs protos, enfin voilà, c'est Tu connaissais la chaîne déjà, j'imagine, mais le vivre de l'intérieur, c'était différent? ouais, c'était quand même différent. Ouais. Ouais, ouais. Aujourd'hui, en fait, quelle est pour toi la suite, en fait? Tu es déjà dans la création, tu n'as pas arrêté. Quels sont un peu les projets, les envies? Alors, j'ai eu une période un peu off à cause de problèmes de santé, mais la volonté, elle est toujours là de continuer à créer. Encore une fois, j'ai ce cahier avec, plein de petites idées, des petites choses que je bidouille. Maintenant, c'est réussir à trouver du temps et à consacrer du temps exprès pour ça, qui est parfois difficile et puis, c'est ce que j'explique souvent, je trouve ça très difficile de créer tout seul. À plusieurs, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce qu'il y a ce ping-pong verbal un peu d'idées où il y en a un qui propose quelque chose et puis l'autre rebondit dessus et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Donc c'est aussi une gestion, mine de rien, quand on travaille avec quelqu'un, de réussir à trouver du temps pour travailler à 2 et cetera. Donc il y a des projets il y a des bébés projets, on va dire, mais qui avancent, progressivement, quoi. Je ne sais pas si tu as, par chez toi, des groupements d'auteurs, que c'est, quelque chose auquel tu as adhéré? Pas tellement. Je suis un peu toute seule dans mon coin, Ah d'accord. donc non, ouais. Mais par contre, je crois que tu participes à des game jams? Oui, tout à fait. J'ai Ouais. participé, j'ai fait 2 game jams. Mais ça a été aussi un peu dans ce qui a été moteur, hein, dans la création du jeu. La première game jam, j'y ai participé on avait déjà, signé avec Ludonote. Je crois qu'on venait de signer avec Ludonote. Mais du coup, c'est hyper enrichissant dans ce que ça apporte les game jams parce que c'est s'appuyer sur des contraintes et faire dans un temps limité, au mieux. Donc on se pose pas 1000 questions, là où on se pose 1000 questions quand on a du temps finalement. Là, quand on n'a pas de temps, on passe directement à la pratique, on applique et on voit si ça marche ou si ça marche pas. Et finalement, c'est ce qui marche le mieux pour avancer sur un proto, ouais. Ouais. Oui, parce que la page blanche, ça doit être un peu, vertigineux, en fait. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Quand t'as pas l'idée qui est ou pire que ça, t'as quelque chose enfin, t'as un début de quelque chose, mais il y a quelque chose qui marche pas et que t'arrives pas à trouver la solution à ça. Mmh. Ouais, c'est compliqué. Ouais et oui, c'est ça, quel est l'intérêt, peut-être des game jams, comme tu dis, c'est d'avoir cette contrainte, de dire: «Bon, on part sur un jeu, soit sur une thématique, soit sur une mécanique» ou Tout à fait. et là, tu parlais du draft tout à l'heure que tu as eu vraiment envie d'explorer. Il y a d'autres, mécaniques comme ça que tu as envie, qui te titillent, qui te donnent envie de faire un jeu? Il y a plein de petites choses qui pourraient me plaire. Après, là, un des challenges que j'aimerais bien réaliser aussi, c'est le côté pouvoir créer justement un jeu qui puisse être support pour le boulot aussi. Donc, quelque chose peut-être voilà, autour de la régulation émotionnelle, etc. J'ai vu qu'il y avait une conférence là sur l'usage du jeu de société pour la régulation émotionnelle. Donc, c'est dans mon planning D'accord. sur la semaine. Ouais, donc toujours essayer de créer du lien Ouais. aussi entre, le professionnel pour le coup, Oui. et Ouais. le ludique et le Complètement. loisir. Ouais. Ouais. OK, c'est des beaux projets aussi. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, à ce moment? Est-ce qu'on a un peu fait le tour? Est-ce qu'il y a d'autres envies? Parce que là, donc du coup, tu as eu la casquette, on a dit, du magasin. Oui. Tu as eu la casquette, d'autrice. Oui. Je crois qu'il y a eu aussi une autre casquette d'animatrice. Oui, c'est vrai qu'il y a eu la Ouais. casquette d'animatrice entre-temps. C'est vrai. On en parlait au tout début, que tu as vécu le Ouais, fiche de différentes c'est manières. vrai, ouais, tout à C'est fait. ça? Mon premier CAN, il y a 4 ans maintenant, je crois. Mon premier CAN, j'étais animatrice chez Subverti, effectivement. C'est Donc ça. ça a été une étape en plus, ouais. Donc encore, j'imagine par rencontre, Ouais, tout à fait. Et qui était de nouveau hyper enrichissante aussi, enfin voilà. Mais je pense que c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est de pouvoir, voir à chaque place un peu comment ça se passe et comment ça compose un tout au final, quoi. Mmh.
Ouais, et puis saisir peut-être les opportunités Oui. Ou oser aussi, comme Oui, tu l'as fait, complètement. de dire qui veut faire Qui une game jam. Tout à fait. Trop bien. Et donc, tu participes aussi à d'autres rendez-vous comme ça, un peu ludiques, autres que les festivals? Alors oui, il y a les festivals, j'ai mes festivals habituels sur lesquels je vais et puis après il y a quelques petites rencontres qui se font. Alors je parlais donc des rencontres dans les vignes organisées par Caro, mais il y a plein d'autres petites rencontres qui se font. La dernière en date, c'était le Cheese and Game dont j'ai parlé sur mon compte Instagram, qui a été organisé par Brandon du compte Croque Meeple, qui nous a fait jouer à des jeux et manger du fromage pendant 3 jours, donc c'était fabuleux. C'était pas très diététique, quoi. Non, Il y avait pas de séance de sport entre deux. effectivement non. Ça doit être un bon moment quand même. C'était chouette. Alors, si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Tu serais du compétitif, du coopératif? Compétitif quand même. Ouais, compétitif. Ouais. C'est important d'avoir un objectif et d'y s'y tenir. Ouais, je crois qu'il y a le côté challengeant quand même. Ouais. Toujours faire mieux. Ouais, c'est ça. Ok. Si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu? Il y en a beaucoup, on en a parlé. Je pense que j'ai créé Arigato pour ça, mais ce côté combinaison de pouvoir, j'adore. Enfin, Ouais, combinaison de pouvoir. ouais. Bah, c'est vrai que c'est tellement riche. Et si tu étais, maintenant que tu es autrice, si tu étais un illustrateur ou une illustratrice, Oh, waouh, ça c'est dur. est-ce qu'il y a un univers dont tu te sentirais le plus proche? J'aime trop ce que fait Sepio. C'est magnifique. Ouais, très coloré. C'est ça. C'est tellement riche en fait et varié que c'est hyper difficile de donner une réponse à ça. Ouais, Ouais, Sepio, mais si Sepio c'est venu Ouais. naturellement, Ouais. c'est vrai qu'elle a un côté très positif, quoi. Très, Ouais, c'est ça. aussi Tout à fait. très Tout à lumineux. fait. Ouais. Ok, bah super. Et si tu as quelqu'un d'autre à me proposer pour une interview sur le podcast, qui je pourrais rencontrer? Que ce soit un auteur-autrice, bien sûr, illustrateur, illustratrice. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais autrice, c'est chouette de faire le pas parce que souvent, quand on rencontre des éditeurs ou quoi, parce qu'on me l'a souvent dit dans le podcast, les jeunes femmes ou les femmes osent moins. En fait. Ouais, Est-ce que tu aurais un conseil, toi, justement, à donner en tant qu'autrice à des femmes qui n'osent peut-être pas encore se lancer? Je pense que la problématique, elle se résume pas au fait d'être autrice ou pas, que c'est plus large que ça et que quand même beaucoup de femmes ont ce problème avec ce syndrome de l'imposteur qui reste présent et voilà. Mais en fait, effectivement, faut pas hésiter et puis surtout, faut mettre en application direct, faut se mettre en action. Et une fois qu'on est en action, c'est plus facile de continuer de le présenter, de montrer à des gens et puis, enfin voilà, pas hésiter en fait à aller vers les gens. Moins douter, quoi. Ouais. Je pense que ça, c'est très Complètement. féminin, ça. Ouais, complètement. Pas remettre en cause tout remettre en question tout de suite, mais prendre les retours des gens aussi, beaucoup échanger avec les gens, présenter aux autres pour avoir les retours. Et ça permet aussi des fois de faire remonter un peu l'estime de soi parce que les retours sont parfois aussi positifs et que ça aide à avancer aussi. Ouais. Ouais. Alors du coup, qui tu me proposes pour un prochain rendez-vous? Je reviens à mes questions. Écoute, je sais pas pourquoi c'est eux qui me viennent en tête maintenant. Je sais pas si tu les as déjà interviewés ou pas non plus. Mais Marine et Robin du Grenier Ludique. Ouais, ça avait failli se faire et puis on s'était loupé, mais pourquoi pas? Voilà, carrément, je relance le alors. Grenier Ludique, effectivement. Ouais, pas mal de petits projets aussi, ils ont tous les deux. C'est ça, tout à fait. Et puis qui sont des chouettes humains en plus, donc. Ok, et ben écoute, ouais, je me le note, je les recontacterai à l'occasion, ça marche. Merci beaucoup, Mélodie. Je te propose qu'on termine le podcast, qu'on termine aussi les vidéos. Je dis une phrase et on l'a dit ensemble. Ça marche. Alors au jeu signé Mélodie Ladra, tu joues ou quoi? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de suivre aussi la chaîne YouTube Tu joues ou quoi. Dans le prochain épisode, je serai avec Joël Gagnon, l'un des cofondateurs du premier pub ludique Randolph, créé en 2012. Il nous racontera comment Randolph s'est développé pour devenir aujourd'hui un acteur ludique incontournable au Québec et même au-delà. Alors restez bien à l'écoute.